Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition exclusive d'Entre deux News. Ce soir, nous avons une invitée de marque, l'honorable Assali Tiemoko, président d'aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, ADCI. Avec lui, nous aborderons des sujets cruciaux pour l'avenir politique du pays, la position de l'ADCI sur les sujets d'actualité, notamment la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire, le système électoral ivoirien, la question de l'unité au sein de l'opposition politique ainsi que les défis de la présidentielle de 2025 et les impacts de la vie chère en Côte d'Ivoire. Honorable Assali Tiemoko, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci et d'avoir honoré notre invitation également. Merci beaucoup. Et à mes côtés ce soir, Gaël Aoumanlakpa, analyste sociopolitique et consultant régulier sur notre émission, qui interviendra pour approfondir certains points clés et également poser des questions au fur et à mesure de notre discussion. Lundi dernier, vous avez animé une conférence de presse à Abidjan. Donc retour sur cette conférence de presse pour planter le décor, on revient juste après. Aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire, ADCI, c'est le tout nouveau mouvement politique qui s'est donné pour mission de construire une société de confiance. Ce lundi, l'ADCI a annoncé aux médias locaux qu'elle lancera ses activités le 23 novembre 2024 à Yamoussoukro. Objectif immédiat, avoir une représentation plus importante au Parlement en 2026. Nous allons présenter aux Ivoiriens le projet de société du mouvement politique ADCI. Je ne parle pas encore de projet de gouvernement, je parle de projet de société, ce qui est différent du projet de gouvernement. Et donc le 23 novembre à Yamoussoukro, nous allons faire le lancement officiel de ce mouvement-là, que nous avons créé non pas pour en rajouter à la liste déjà longue des partis politiques qui existent en Côte d'Ivoire. On a à peu près 250 partis politiques qui existent en Côte d'Ivoire. Mais dans les faits, on sait bien qu'il y a à peu près 3 ou 4 qui, sur le terrain, sont connus par les Ivoiriens. Nouveau sur la scène politique ivoirienne, aujourd'hui et demain, la Côte d'Ivoire entend s'implanter sur toute l'étendue du territoire national pour former des leaders. Ce jeune mouvement politique présentera son projet de société à travers le programme de conquête espace par espace dans tout le pays. Dans la Côte d'Ivoire qui vient demain, ADCI, avec Assali Tiemoko et son équipe, aura un rôle central à jouer. Et donc pour la présidentielle de 2025, comme la nature ne fait pas de saut, il va falloir prendre une position en 2025. Déjà, nous voyons les acteurs politiques qui se débattent sur le terrain, le discours commence à se raidir, les propos anxiogènes commencent à revenir. Quand vous écoutez les panels sur les réseaux sociaux, vous êtes inquiets. Il y en a qui sont prêts à prendre encore les armes, il y en a qui sont prêts à, si celui-là n'est pas président, on va brûler le pays. Voilà les débats dans lesquels on va nous inscrire jusqu'en 2025. L'ADCI, c'est environ 50 sections à travers la Côte d'Ivoire, 4 directions régionales et 12 délégations dans la diaspora. Honorable, l'ADCI a récemment lancé ses activités. Pouvez-vous nous dire quelles sont les grandes lignes de votre programme pour les mois à venir? Écoutez, le premier événement qui nous attend, c'est celui du 23 novembre prochain, où nous allons faire la sortie officielle du mouvement que nous avons créé en juin dernier à Yamoussoukro et qui a son siège à Yamoussoukro. Et donc, nous avons déposé toute la documentation demandée par la réglementation auprès des autorités. Et nous devrions observer un délai de 3 mois avant de commencer les activités. Ce délai étant échu, eh bien, nous allons passer maintenant à la phase de déploiement de ADCI sur le terrain. Et ça commence par l'événement du 23 novembre prochain à Yamoussoukro, où nous allons présenter à la Côte d'Ivoire le mouvement ADCI, nous allons présenter à la Côte d'Ivoire le projet ADCI pour que les Ivoiriens comprennent qu'il y a une nouvelle dynamique politique qui arrive dans laquelle ils pourront s'inscrire. Et qu'est-ce qui distingue l'ADCI des autres mouvements politiques et même partis politiques de l'opposition ivoirienne? Nous n'avons pas voulu créer un parti politique parce qu'il y a déjà une sorte
surenchère politique en Côte d'Ivoire. Il y a déjà beaucoup de partis politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu commencer d'abord par un mouvement politique. Vous savez qu'il y a une nuance un peu quand même entre les deux notions. Les partis politiques ont un fonctionnement plus rigide et sont construits pour conquérir à court terme ou à moyen terme un pouvoir d'État. Les mouvements politiques sont surtout des rassemblements de citoyens qui portent des valeurs, qui les mettent en commun et qui cherchent à conquérir des espaces de décision, être un moyen de pression pour essayer de modifier la façon dont la société fonctionne. Donc voilà pourquoi nous avons opté pour un mouvement politique qui a vocation plus tard à devenir un parti politique. Gaël Akpa, bonsoir. Mouvement politique, non parti politique, est-ce que ça vous inspire? Bon, je dirais que c'est un choix stratégique. Vu que l'honorable, il est connu de tous en Côte d'Ivoire, journaliste d'investigation, bien avant, il était très impliqué dans certains sujets, il a pu être opposé même à des politiques. Peut-être que c'est ce qui lui a donné la force même de devenir lui-même, de se mettre dans l'arène politique aujourd'hui. Après cela, il est député, maire de Tia-Salé, et il décide de se lancer politiquement. Le fait de choisir d'être un mouvement, comme il a dit, je pense que c'est stratégique. On n'est pas tous obligés d'appartenir à un parti politique dans le sens où même les partis politiques, en réalité, par leur idéologie, parce que ces partis-là sont consacrés par des idéologies. À cause des idéologies, il peut perdre des personnes. Lui, il veut ratisser l'âge, il s'intéresse plus au peuple. Voilà, c'est ce qui peut, à mon sens, expliquer cela. Mais je veux dire qu'en tant que mouvement politique, ADCI doit se positionner face à la domination du PDCI et puis du RHDP, donc les anciens qui sont là, et puis face aussi aux partis qui sont bien établis déjà sur le terrain. Il doit essayer de rassembler, de ratisser l'âge. Ça, c'est un défi, parce qu'on le sait, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de mécontentement au sein des populations. Les gens sont fatigués de voir les mêmes choses sur l'échiquier politique, c'est les mêmes visages et tout le temps. Je pense que ADCI et son leader a eu le nœud creux. Mais il y a des défis. Il y a des défis et je vais descendre, pour ne pas dire chuter, sur une question à l'honorable. C'est que, au vu du lancement de votre activité, quelles sont les mesures concrètes que ADCI met en place pour se démarquer des autres partis qui étaient déjà là? Ben, écoutez, d'abord le nom. Le nom du mouvement est un concept de développement durable. Quand nous disons aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est pour nous qui sommes là aujourd'hui, qui avons des enfants, les Ivoiriens qui sont actuellement dans ce pays-là. Comment nous nous battons pour que notre société dans laquelle nous vivons nous garantisse des droits? Comment nous nous battons pour que la vie que nous menons soit meilleure? Et comment nous faisons en sorte que nos enfants qui viennent demain, qui vont prendre demain la relève, aient une vie meilleure que la nôtre? Donc voilà ce concept-là. Donc comment garantir nos besoins à nous aujourd'hui sans compromettre les besoins de nos enfants demain? Donc déjà dans le nom, il y a ce projet de développement durable qui tranche un peu avec les partis politiques classiques. Au-delà, quand on est observateur de la politique en Côte d'Ivoire, depuis une trentaine d'années, on se rend compte que l'activité politique telle qu'elle a été pratiquée, telle qu'elle a été menée en Côte d'Ivoire, a plus contribué à segmenter le pays, a plus contribué à diviser les Ivoiriens plutôt qu'à les réunir autour des valeurs. Et comment allez-vous réussir à unir les Ivoiriens? Ben justement, il faut partir du principe que, contrairement à ce qu'on pense, les Ivoiriens ne sont pas tous attachés aux partis politiques. Ils sont les plus nombreux, les Ivoiriens, qui aujourd'hui ne s'intéressent même pas à la politique. La preuve, le lancement de l'opération de révision de la liste électorale a commencé depuis 72 heures. Quand on fait un petit bilan, on a près de 50% de bureaux de lieux d'enrôlement où on n'a eu aucun inscrit, aucune demande d'inscription. Déjà, ça donne un signal de ce que les discours anxiogènes qui ont commencé à être remis sur le terrain commencent à inquiéter les Ivoiriens. Et donc, dans un tel environnement, comment on peut se positionner pour avoir une adhésion plus large? C'est pour ça que nous avons créé ADCI. Et donc, nous venons non pas pour faire comme les autres en quelque sorte, nous voulons réinventer en quelque sorte notre société. Nous voulons réinventer la façon dont la politique a été pratiquée en Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années et qui a conduit beaucoup d'Ivoiriens en dehors de la vie. Et donc, c'est ça un peu le créneau que nous voulons exploiter en mettant les valeurs au cœur de notre problématique, les valeurs au cœur de notre démarche, en mettant les Ivoiriens au cœur de toutes les problématiques que nous allons aborder. Est-ce qu'on dira que ce sont vos objectifs à court terme? Oui, à court terme, c'est ça. Que nous ne cherchons pas déjà
rassembler des Ivoiriens pour les rassembler. Nous voulons que les gens comprennent qu'un autre chemin peut être pris, qu'une autre voie est possible, que Houphouët-Boigny, notre premier président, avait compris que ce qui fait la force d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Et ce qui fait la force d'un pays, c'est le sentiment d'appartenance à la cause commune qu'on appelle la nation. Aujourd'hui, les acteurs politiques ivoiriens, par leur façon de faire la politique, par leur compromission, par leurs alliances et contre-alliances, par leur volonté de conquérir le pouvoir par tous les moyens, ont fini par diviser les Ivoiriens en plusieurs morceaux qui aujourd'hui ne se reconnaissent même pas dans leur pays, se reconnaissent à des individus. Quand vous suivez aujourd'hui les débats sur les réseaux sociaux, sur les TikTok et d'autres réseaux, pour ne pas les citer, vous voyez que les discours que les Ivoiriens tiennent sont les mêmes discours qu'on a entendus depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Les gens sont prêts encore à aller à un affrontement. Comment casser cette dynamique-là? ADCI vient pour apaiser les choses, pour remettre l'Ivoirien au cœur des problématiques, remettre la paix au cœur des problématiques, remettre la formation des citoyens. Est-ce que vous arriverez? On a entendu la même chose avec le RHDP, qui était autrefois, disons, RDR, qui prenait, exemple, le problème de la vie chère, tout ça, mais c'est des problèmes qui continuent. Chacun est le fruit de son histoire. Chacun est le fruit de sa trajectoire. Chacun est le fruit de son éducation. Et j'aurais pu intégrer les autres partis politiques. Ce n'est pas ce qui manque en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs un sport national que quand on est élu indépendant, on finit par bifurquer et aller ailleurs. Mais j'ai été élu maire en 2018 et je viens d'être réélu maire en 2023. Je suis élu député. Vous avez vu que je n'ai pas changé de positionnement politique. J'ai décidé de rester aux côtés de mon peuple, de rester aux côtés des Ivoiriens. Pour que nous qui faisons la politique, nous soyons des modèles, que nous envoyions un vrai message aux Ivoiriens, à savoir que nous devons être crédibles, que nos discours doivent être conformes à la vérité. Et donc, si nous ne créons pas une dynamique dans laquelle le peuple se reconnaît en termes de valeurs, eh bien, les discours qu'on porte vont nous rattraper demain. Et donc, quand vous dites que d'autres l'ont dit, et puis bon, aujourd'hui, on a vu la marche qu'ils ont prise, mais c'est le fruit de leur histoire, c'est le fruit de leur création, c'est le fruit de leur dynamique, de leur rapport avec le pouvoir. Nous n'avons pas ce même rapport. Mais il y a les réalités quand on gouverne. Ah oui, mais moi, je suis quand même dans la gestion d'une collectivité. C'est un peu ça. Quand on dit une collectivité, c'est comme un président. Le maire est un président en miniature, puisque vous gérez un territoire sur lequel vous avez une compétence. Le chef de l'État, il gère tout le pays. Et donc, on est dans l'opérationnel, on est dans la gestion des hommes. Et donc, on apprend à diriger. Et donc, nous connaissons les enjeux qui sont dedans. Tout ce qu'on demande aux acteurs politiques que nous sommes, c'est de faire preuve d'imagination, d'avoir du leadership, d'avoir une vision et surtout d'aimer les gens et de se mettre à leur service. C'est ce qu'il y a à faire. Après, les difficultés sont inhérentes à toute action humaine. Mais c'est devant chaque difficulté qu'il faut replonger en soi avec les valeurs qu'on porte pour trouver les solutions. Bien avant d'aborder le prochain sujet, Gaël, la question. À vous entendre, on se rend compte, on peut interpréter que votre mouvement veut la réforme de la manière de faire la politique en Côte d'Ivoire. Et votre mouvement, effectivement, sera devant un grand défi, c'est-à-dire que prouver qu'il peut offrir quelque chose de différent relativement à ce qu'on a déjà vu. Et puis articuler aussi des propositions claires au plan économique, social, et puis aussi dans la gouvernance. Je vais venir à une chose. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Vous avez dit qu'après le lancement du recensement de la liste, sur la liste électorale, qu'actuellement, on peut dire qu'il y a autour de 50% d'endroits où il y a du mouvement. Oui. Est-ce que ces chiffres-là, vu qu'on part dans une dynamique nouvelle, est-ce que vous avez des éléments tangibles pour pouvoir dire que ce n'est pas comme ça que vous avez dit les 50%? Premièrement. Deuxièmement, je sais aussi que après les élections de 2020, vous étiez engagé sur un front, vous aviez voulu le retrait des 3 grands. Oui. Et vous étiez très engagé là-dessus. Je pense avoir partagé un plateau avec vous déjà sur cette question. Et depuis un moment, on ne vous entend plus parler de cette affaire, du retrait des 3 grands. Alors, sur la question de l'enrôlement, les chiffres que je donne sont d'abord des chiffres qui viennent du terrain, parce que vous savez que je suis maire d'une ville et que dans ma commune se passe aussi l'enrôlement. Je suis aussi député d'une circonscription, tu as salé commune de sous-préfecture, de Morocco, et donc j'ai des remontées d'informations. Mais en même temps, le président Lasso lui-même, hier, a déclaré qu'environ 47,49% des lieux d'enrôlement, il n'y a eu aucun inscrit. Voilà, donc ça confirme un peu ce que je suis en train de dire. Donc vous voyez que c'est un signal qu'effectivement, si après 72 heures, dans pratiquement la moitié des lieux d'enrôlement, il n'y a
qu'une personne inscrite, ça donne un signal de Bon, sécurité. les Ivoiriens aussi, c'est des gens qui sont beaucoup en retard. Oui, mais c'est parce qu'il y a le temps, c'est ça le truc. Ça a toujours été comme ça. Voilà, je veux dire que depuis 2010 jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été, ça n'a jamais provoqué d'engouement en quelque sorte. On atteint rarement 700 000 à 800 000 personnes inscrites à chaque révision. D'abord, il y a des éléments techniques qui permettent de le dire. Les Ivoiriens ont du mal à avoir des papiers, même quand on fait le certificat national à titre gratuit. Certificat de nationalité à titre gratuit, il y a tous les éléments en amont qu'il faut avoir pour aller au certificat de nationalité qui sont difficiles à obtenir, les jugements par exemple. Et donc ça fait que globalement, les Ivoiriens ne se mobilisent pas pour aller faire leur enrôlement. Au-delà de ça, il y a le fait que la politique elle-même est devenue anxiogène et que les Ivoiriens, chaque fois qu'on les a invités à une élection, ça conduit à des dégâts, à des décès, à des morts violentes. Et donc aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont décroché. C'est une chose qui doit interpeller toute la classe politique ivoirienne. On peut faire tous les discours qu'on veut, appeler les Ivoiriens à se mobiliser, mais si c'est pour aller donner sa voix et après aller mourir, les Ivoiriens ne peuvent plus se mobiliser. C'est un fait. La deuxième chose, vous avez demandé sur la question du retrait des trois grands. Du retrait des trois grands. Alors, vous savez que moi, ma conviction profonde est que chaque cycle doit avoir une fin. Mais dans des pays sous-développés comme le nôtre, si vous n'offrez pas de perspectives à vos populations, si vous n'offrez pas de possibilités de renouvellement de la classe politique à vos populations, on est dans la routine et on est dans l'immobilisme. En 2000, les Ivoiriens ont voté à plus de 90% une nouvelle constitution dans laquelle il était mentionné qu'à 75 ans, on ne peut plus être candidat à la présidentielle. Et tous les acteurs politiques, dont certains qui sont là aujourd'hui, avaient porté cette voix-là. Le président Gbagbo avait dit qu'à 75 ans, on ne peut pas être candidat. Il avait fait campagne dessus et appelé les Ivoiriens à voter cela. Le président Bédié, pareil. Le président Ouattara, effectivement, à la même dimension, dit qu'effectivement, 75 ans, on doit pouvoir se retirer. Et puis en 2016, à la nouvelle constitution qui a été votée, on a retiré la limitation d'âge. D'accord ? Et on a vu ce qui s'est passé en 2010 par rapport à la crise qu'on a connue. En 2016, on a renouvelé. En 2020, on allait encore à une crise politique. Et donc, étant élu député en 2021, moi j'ai estimé qu'il fallait réinterroger une troisième fois les Ivoiriens sur cette question de limitation des mandats. Limitation, pas des mandats, mais de l'âge pour être candidat. Et donc j'ai fait une proposition de loi dans ce sens-là, qui est déposée depuis le 1er avril 2022 au Parlement. Malheureusement, jusqu'à ce jour, 2 ans après, 2 ans après, bientôt 3 ans après, le texte n'a pas été programmé pour être débattu d'abord en commission et puis peut-être en plénière. J'ai posé la question à 2 reprises au président du Parlement. La première fois, il m'a dit que ça se trouvait auprès du président de la République. La deuxième fois, il m'a dit que c'était au niveau du Conseil constitutionnel. Et là, maintenant, on n'a plus de nouvelles. Vous voyez, donc, le texte est au Parlement. Donc, je n'ai plus à discourir dessus dehors, puisque dans tous les cas, si le texte n'est pas voté, la Constitution en vigueur reste en vigueur. Et donc, tous les grands, malgré le fait qu'ils ont dépassé largement les 75 ans, vont se retrouver encore dans la course. Eh bien, on va tous apprécier le résultat après. Bien, honorable, nous allons maintenant aborder une question que vous avez. Oui, il y avait la transhumance rapidement. Ok, allez-y. Mais la transhumance, elle doit être faite à 2 niveaux. Le code électoral qui a été pris par ordonnance par le chef de l'État en 2020, aujourd'hui, fait de la transhumance des électeurs une infraction pénale. Quand quelqu'un vit à Cocody, qu'il n'a aucun intérêt à Tias-Salé et qu'il se lève pour aller se enrôler à Tias-Salé, si on le prend, il risque 1 an de prison jusqu'à 1 million d'amende. Donc c'est interdit. Mais malgré ça, les acteurs politiques sont tous les jours à mobiliser les gens pour aller voter d'un lieu à un autre. On transporte les Ivoiriens d'un lieu... Du Deportivo, comme on le dit. C'est un combat que je mène depuis au moins 6 ans à Tias-Salé, où il y a, au dernier recensement, il y a eu cette volonté manifeste de déporter pratiquement les gens de toute la Côte d'Ivoire pour se faire enrôler à Tias-Salé. On a mené le combat contre ça. Et donc, la loi existe, mais les acteurs politiques sont de très mauvaise foi et ils profitent de toutes les failles pour pouvoir aller se faire un électorat captif le jour des votes. Et c'est un danger parce que pendant la présidentielle, les mêmes acteurs ne vont pas chercher ceux qui ont fait enrôler de cette manière pour venir voter. Et par conséquent, on a des déserts électoraux dans plusieurs zones et on dit que les Ivoiriens ne participent pas aux élections. Bien. Honorable, la révision électorale reste un sujet brûlant. Quelle est la position officielle de l'ADCI sur ce processus en cours? Écoutez, c'est un processus qui normalement devait se tenir chaque année, tel que cela est prévu par la loi. Mais soyons honnêtes, soyons objectifs. La Côte d'Ivoire
même si c'est prévu par la loi, je ne vois pas l'intérêt qu'on a à aller faire un enrôlement chaque année. Mais un budget est dégagé pour cela. Oui, mais quand le budget n'est pas... Quand on fait ces enrôlements-là, il y a eu une année où on a fait l'enrôlement, on a eu que 134 000 inscrits. On n'a pas dépensé 20 milliards pour 134 000 inscrits. Et donc, parce que vous déployez des personnes dans 12 000 lieux d'enrôlement. Il y a au moins 3 personnes par lieu d'enrôlement. Donc, vous les payez à faire quoi? À être assis là, à tenir les pouces pendant toute une journée. Et donc, il faut pouvoir revoir la chose. Il faut passer maintenant à l'enrôlement numérique ou bien à l'inscription automatique. Donc, ça nécessite que l'état civil soit automatisé, qu'il soit numérisé et que toutes les personnes qui sont déclarées dans l'état civil, qui ont 18 ans automatiquement, soient basculées. Mais là également, les partis politiques ne sont pas d'accord. Donc, c'est eux qui compliquent la chose. Sinon, on ne peut pas faire d'enrôlement. Chaque année, c'est un processus pour lequel moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ce n'est pas crédible du tout. Est-ce que vous pensez que la CEI peut garantir la transparence nécessaire pour la révision actuelle de la liste électorale? Ben, je ne vois pas comment la CEI peut empêcher les gens de frauder dans un processus d'enrôlement. On parle des personnes qui ont plus de 100 ans sur la liste électorale, selon certains partis politiques. Même quand quelqu'un a 100 ans... Des personnes décédées également. Si une personne a 100 ans qu'elle est vivante, elle peut s'enrôler. Il y a des personnes décédées. Oui, mais ça ne relève pas de la CEI. En fait, il faut qu'on fasse preuve d'objectivité en question. Moi, j'ai participé à un séminaire avec la CEI récemment à Yamoussoukro sur quel processus utiliser pour enlever les personnes sur la liste électorale. Soit on fait une nouvelle loi et on donne les moyens à la CEI d'autorité. Dès l'instant où quelqu'un est dans un communiqué nécrologique dans un journal, que la CEI est informée, automatiquement la CEI va retirer la personne de la liste. Mais la loi dit aujourd'hui que pour que la CEI retire un individu sur la liste électorale, il faut qu'on produise à la CEI un acte de décès. Mais qui produit l'acte, c'est les parents. Donc tant que les parents n'ont pas produit l'acte de décès à la CEI n'a aucune capacité, une compétence pour enlever un individu. Donc il faut reformer la chose. Soit on vote une loi spéciale, ou bien on crée une procédure spéciale. Moi, j'ai fait un sondage récemment dans ma commune avant le séminaire. Dans 4 villages, on avait vu qu'il y avait encore 174 personnes décédées qui étaient sur la liste électorale. Comment on les retire? Le mec que je suis n'a aucune compétence à cela. On ne peut que saisir peut-être le procureur avec la liste de ces personnes décédées, mais il faut produire les éléments qui vont avec. Comment on les produit? Donc c'est la loi elle-même qui a enfermé la CEI dans ce processus-là. Donc c'est aux acteurs politiques de redéfinir les conditions de retrait des morts sur la liste électorale. Tant que ce n'est pas fait, même si la personne est morte, qu'on le sait de façon publique, tant que les parents n'ont pas porté l'acte de décès, on ne peut pas le retirer. Et ce n'est pas suffisant pour dire que la CEI n'est pas crédible. Non, mais c'est la faute de la CEI, c'est la faute à la loi. Au niveau de la CEI, en tout cas, on ne va jamais finir avec ce débat-là, parce qu'il ne date pas d'aujourd'hui. Il date de bien avant même, c'est depuis la création de la CEI, relativement à la présence des partis politiques au sein de cette CEI. Est-ce que ce n'est pas cette présence des partis politiques au sein de la CEI qui est censée être une commission électorale indépendante, mais qui a en son sein des partis politiques? En ce moment, à mon sens, je pense qu'on ne doit pas parler de commission électorale indépendante, mais de commission électorale dépendante de ce que certains disent, du moment où il y a des partis politiques à l'intérieur. Maintenant, relativement à ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, plusieurs partis politiques de l'opposition disent qu'il faut faire un audit de la liste électorale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet audit qui est demandé? Parce qu'un élément qu'on sait, il a été révélé que plus de 120 000 fausses identités avaient été démantelées à un moment. Je sais qu'en tant que journaliste d'investigation, vous êtes au courant de ce dossier. Est-ce que, de par cette affaire de 120 000 fausses pièces d'identité, on ne peut pas s'imaginer que automatiquement ces personnes-là soient aussi sur la liste électorale, donc ce qui pourrait jeter le discrédit sur cette liste électorale, si ça ne donne pas de l'eau au moulin de tous ceux qui ne font que décrier cette CEI-là. Alors, première chose, vous savez que je suis député, que je suis au Parlement. J'ai participé à la votation de la nouvelle loi qui a réformé un peu la CEI, qui a permis au PPACI, par exemple, d'avoir un poste de vice-président et tout ça. J'étais au Parlement quand ça s'est passé. Et je suis resté assis pendant 2 heures à écouter les partis politiques se battre pour occuper des postes à la Commission centrale. C'est une révélation que vous faites. Ah oui, mais j'étais au Parlement, j'ai vu ça, j'ai vu ce spectacle. Et si vous allez prendre les minutes du Parlement, ce que j'ai dit dans les minutes du Parlement, j'ai pris la parole pour dire, mais je suis totalement scandalisé de voir que, à peine 10 ans après 3000 morts, que les acteurs politiques ivoiriens n'aient tiré aucune leçon, qu'au Parlement, on soit en train de se battre pour occuper des postes de vice-président à la CEI.
C'est ce que j'ai dit devant les partis. Vous savez, c'est Bossuet qui l'a dit. Dieu se moque des gens qui déplorent les conséquences des causes qu'ils chérissent. Les partis politiques ont voulu une CEI contrôlée par les partis politiques. Ça ne peut produire que le résultat qu'on voit. Moi, je vais vous dire une chose. Le problème de la CEI, ce n'est pas la CEI centrale. Le problème de la CEI, ce sont les CEI locales. Et quand moi je le dis avec documents à l'appui. Parce que moi j'écoute beaucoup ce que les gens disent aujourd'hui, les partis politiques affirment beaucoup de choses. Mais il ne suffit pas d'affirmer les choses, il faut les prouver. Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Tia-Salé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tia-Salé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui leur ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Tia-Salé pour que le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit qu'il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc, je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon, pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Tia-Salé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit qu'il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas. Moi-même, j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes, à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. J'ai leurs extraits, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Tia-Salé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Tia-Salé. Et qu'en plus, on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de toutes ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Tia-Salé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, je documente et je donne les preuves. Donc, il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chaque acteur politique dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé comme ministre, je les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves, ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère de la Justice laisse sur la liste de Tia-Salé des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont fraudé et avec lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça ces éléments-là qui peuvent faire leur palabre. Mais déclarer comme ça, on a 2 millions de personnes qui ne sont pas ivoiriennes sur la liste électorale, il faut avoir la documentation. Je pense que le PDCI a fait un travail détaillé dernièrement. Non. Avec des éléments. Non. Quand vous dites qu'une personne n'est pas ivoirienne, il ne suffit pas de dire ça par rapport à son nom. Il faut avoir une documentation, il faut avoir son essai de naissance. Il faut avoir les pièces qui disent qu'à telle date, elle n'était pas ivoirienne et que maintenant elle est devenue ivoirienne. Il faut avoir tout ça. Et il ne suffit pas de le dire. On a les moyens de saisir le ministre de la Justice. Quand on l'a saisi avec ça et qu'il n'a pas réagi, en ce moment-là, on va venir agir. Parce que la CEI, quand le contentieux arrive, la loi dit que vous devez saisir la CEI locale. Si elle ne réagit pas, vous saisissez le juge local. Et quand le juge donne sa décision, c'est en dernier ressort. Donc la procédure n'arrive même pas au niveau de la CEI centrale.
Donc c'est à nous, citoyens, de démontrer ça. Donc aujourd'hui, moi, à Saleh Timoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par les lois jusqu'au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que Thiès Saleh, la liste n'est pas crédible. Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas les éléments? Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales. Ça. Et ça va nous permettre après de faire un débat sérieux. Parce que la CEI elle-même va se rendre compte qu'il y a une difficulté. Bien, honorable, quelle est votre position sur la durée de l'opération qui fait environ 23 jours pour 4 à 5 millions de primo-votants? Oui, mais le délai qui est fixé n'est pas, j'allais dire, fixé comme ça ex nihilo. Hein. C'est un calcul un peu scientifique qui est fait. Quand on a 12 000 centres de vote, on se dit qu'un centre de vote, un bureau d'enrôlement peut recevoir autour de 50 pétitionnaires par jour. Donc multiplié par 12 000, multiplié par 23, on atteint les 4 500 000 escomptés. Et donc c'est fait ainsi. Mais chaque fois, on le sait tous que la CEI, quand vers la fin du processus, il y a beaucoup de monde qui se mobilise pour venir se faire enrôler. Ça a été chaque fois prolongé. En 2023, ça a été prolongé. En 2021, ça a été prolongé à plus de 3 reprises. Et donc, ça, ce n'est pas le délai qui est le plus important. Ce qui est important, c'est de mobiliser les Ivoiriens à aller se faire enrôler. S'il y a une mobilisation, forcément, le délai il est élastique, il peut être prolongé. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi on dise qu'on fasse un enrôlement sur 6 mois, mais tu payes tout ça. Maintenant, nous allons parler du système électoral ivoirien dans son ensemble. Quelles sont, selon vous, les réformes indispensables pour garantir des élections libres et transparentes en 2025 ? Bon, on parle de réformer la CEI. Effectivement, la CEI, quand moi j'en parle, je sais de quoi je parle. Je dis que ce sont les CEI locales qui posent problème. Parce qu'à la Commission centrale, toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Donc le président de la CEI n'agit pas à sa guise au sein de la Commission centrale. Tous les partis politiques, ils sont représentés. Sauf à nous démontrer que leurs représentants ne jouent pas leur rôle là-bas. Ce qu'il y a à faire, c'est les CEI locales. Et je vais prendre le cas de Thiès Saleh. C'est presque un cas qu'on peut généraliser. Et je sais que le président de la CEI lui-même est conscient de cela. Mais il est lié par la réglementation. C'est les partis politiques qui ont voulu ça ainsi. Les CEI locales sont dirigés par des individus qui sont désignés par les partis politiques. Notamment le RHDP qui a la majorité au niveau des CEI locales. Si nous voulons des élections crédibles, il faut que dans un dialogue politique, les acteurs politiques acceptent que les CEI locales ne soient pas dirigés par des acteurs des partis politiques. Ah, pour vous, le dialogue politique est nécessaire, hein? Ah non. Quand je dis dialogue politique, je prends un fait précis. Moi, je ne parle pas d'une réforme de la CEI sans définir de quoi il s'agit. Quand moi, je parle de réforme de la CEI, je parle de CEI locale. À partir du moment où c'est le préfet de département ou de région qui désigne les fonctionnaires dans un département pour être dans les bureaux de vote sur une liste qui est fournie par les administrations, et que l'activité de la CEI est une activité ponctuelle pendant une élection, pourquoi on ne le ferait pas comme pour les jurys de cour d'assises? On ne prendrait pas une liste de fonctionnaires dans une commune, dans un département, et devant tous les partis politiques réunis, devant toute la population, la chefferie réunie, on ne ferait pas un tirage au sort pour désigner les fonctionnaires qui vont assurer les élections à une période précise, avec mission et cahier de charges très précises. Moi, je pense que c'est de cette manière qu'on va avoir des CEI, parce que je vais vous donner l'exemple de Thiès Saleh. Quand on a fait le premier tour des élections municipales à Thiès Saleh, et que j'ai emporté le résultat, enfin la victoire, et que ça a été annulé, tous les gens de la CEI locale ont été remplacés. Parce qu'en 2 élections, on remplace les membres de la CEI. Mais c'est mon adversaire, RHDP, qui a désigné son directeur de campagne comme président de la CEI à Thiès Saleh. Et ça s'est fait, ça? Oui, ça s'est fait. Et malgré tout, vous avez gagné. Mais justement, parce que la CEI centrale a eu le nœud creux de venir elle-même le jour du vote à Thiès Saleh, avec 2 vice-présidents qui ont pris la relève. Sinon, ils auraient renversé le résultat. C'était prévu, tout était calculé. Ils ont remplacé tous les fonctionnaires qui étaient dans les bureaux de vote par des gens venus de d'autres lieux
qui sont venus mettre dans les bureaux pour faire une mission précise. Ils ont distribué près de 2000 cartes d'électeurs à des bandits pour venir voter à Tiasalé. Quand je le dis, j'ai les preuves. Puisque la police, sous notre instruction, sous notre dénonciation, a arrêté près de 17 personnes prises la main dans le sac, dans les bureaux de vote, en train de voter avec la complicité des agents désignés dans les bureaux de vote. Vous voyez? Et donc, la difficulté, ce sont les CEI locales, qui sont dirigés par des gens qui ont une mission claire de faire gagner un adversaire. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Donc, on a des formules simples. Comme on le fait pour la cour d'assises, là. On prend des Ivoiriens, on fait des tirages, et puis bon, ils s'en vont juger les gens. Mais pour la CEI, c'est pareil. On peut prendre des fonctionnaires, on fait un tirage, ils ont une mission, ils ont un matricule. Donc, ils ne veulent pas jouer à sa fonction. En ce moment-là, ils peuvent avoir de la crédibilité. Sinon, c'est CEI local, là, dirigés par des gens désignés par des délégués de partis politiques dans les lieux, dans les lieux où ils vivent. Ce sont des gens en mission dont le rôle est de faire en sorte que ceux qui les ont désignés gagnent les élections. Bien, dernière question, Gaël Lacroix, avant la pub, allez-y. Je pense qu'au niveau des CEI, l'honorable a dit que c'est plus au niveau des CEI locales qu'il faut s'axer. Oui. Mais je pense que ce qui est fait au niveau des CEI locales, c'est l'émanation de ce qui se passe au niveau national. Puisque au niveau national, les vice-présidents appartiennent aux partis politiques. Ce sont ces mêmes vice-présidents sûrement qui désignent les éléments. Et comment on fait pour les indépendants? Non, ce n'est pas la CEI. C'est pas la CEI qui désigne. C'est pas la CEI centrale qui désigne. Mais ce n'est pas les vice-présidents au sein de la CEI là-bas. Ce sont les représentants des partis politiques dans une localité qui désignent les dirigeants des CEI locales. Ce n'est pas la CEI centrale. La CEI centrale a envoyé un courrier aux partis politiques pour leur dire on va renouveler les CEI locales, désigner vos représentants, ils vont aller au vote. C'est eux qui désignent. Vous avez dit des éléments très importants tout à l'heure. Vous avez des éléments de preuve qui montrent que la liste chez vous n'est pas crédible. Oui. Et vous avez montré le process. Vous avez saisi à Tiasalé, on vous a envoyé à Yopougon, après vous êtes allé au plateau, parlant de chaque responsable. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas gain de cause. Est-ce que ça ne permet pas de suivre la plupart des partis politiques qui veulent qu'on fasse un audit? Est-ce que ça, ce n'est pas des éléments qui peuvent fonder le fait qu'on veuille un audit? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec l'audit? Moi, j'utilise les recours prévus par les lois. L'audit, ce n'est pas quelque chose... La loi dit que j'ai la possibilité, en tant qu'officier de police judiciaire, de saisir le juge de mon lieu de ressort pour faire appliquer la loi. Je vous ai dit que j'ai saisi le juge et que la procédure est pendante. Il n'y a même pas de possibilité de faire autrement. Le juge va prendre une décision. Vous comprenez? Et donc, si au niveau central, les choses ne bougent pas, les partis politiques peuvent segmenter la question. On prend Gagnoua. Si on estime qu'à Gagnoua, il y a 200 personnes, 300 personnes sur la liste électorale qui ne sont pas ivoiriennes, eh bien, les partis politiques dans cette coalition-là, à Gagnoua, saisissent le juge de Gagnoua. Le juge doit avoir une décision. Parce que vous demandez un audit. Si l'État central ne réagit pas, on fait comment? Or, localement, la loi nous autorise à agir. J'ai envie de poser la même question. Bien, mais vous avez demandé au malheureusement, c'est l'heure de la pub, Gaël Lacroix. Moi, j'ai essayé le ministre n'a pas réagi. Honorable, on revient juste après la réclame publicitaire. C'est la pub. Voilà, de retour de la pub, nous sommes avec l'honorable Assalétié Moko, président d'aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire ADCI. Nous allons poursuivre avec le sujet qu'on avait abordé, la révision de la liste électorale. Vous voulez réagir là-dessus? C'est ce que je voulais dire pour terminer cette question, c'est qu'il faut que les gens comprennent que la situation est très sérieuse. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur notre liste électorale, c'est une question tellement sérieuse qu'il ne faut pas la traiter politiquement. Parce que quand quelqu'un a fraudé pour avoir la nationalité, il tombe sous le coup de la loi pénale. Ce n'est pas une affaire de parti politique, c'est une affaire pénale. Et donc, à vouloir dire qu'il faut faire un audit pour qu'on permette de retirer les 2 millions de personnes qui ne seraient pas ivoiriennes sur la liste électorale, si l'audit ne vient pas, ça veut dire que les 2 millions de personnes vont continuer à être sur notre liste électorale et à bénéficier de notre nationalité. Or, chaque Ivoirien, de par la loi, a l'obligation de dénoncer à l'autorité toute personne qui aurait fraudé sur la nationalité ivoirienne en pour donner la preuve. Moi, j'ai suivi toute la procédure. En tant qu'officier de police judiciaire, j'ai commencé par le parquet de Tiasalé.
parquet de Yopougon et jusqu'au ministre de la Justice, ne voyant pas de réponse, la même loi m'autorise à leur demander au juge d'annuler le certificat de nationalité qui a permis d'établir la carte d'identité. Quand le juge va prendre cette décision-là, en ce moment-là maintenant, je suis fondé, sans saisir le juge, pardon, le ministre de la Justice a saisi le parquet pour dire le certificat de nationalité ayant été annulé pour cause de fraude, je vous demande maintenant de poursuivre la personne au plan pénal. Donc il appartient à chaque acteur politique de jouer son rôle. Il ne faut pas dire qu'il y a 2 millions d'étrangers sur la liste électorale et puis passer ça en perte et profit. Il faut agir pour que ces personnes-là se retrouvent en prison. Et donc il faut apporter les preuves. Si on noie la question sur le volet politique, eh bien ça n'ira nulle part et les 2 millions de personnes soupçonnées d'être non-ivoiriennes vont continuer à être sur la liste alors que ça a un impact terrible sur notre administration. Bien, honorable, le rôle de l'opposition sera crucial en 2025. Parlons de l'unité tant souhaitée par cette opposition-là. Ne trouvez-vous pas que vous mettez beaucoup à l'écart des groupements en gestation au sein de l'opposition, dont celui de l'ex-première dame Simone Veil Gbagbo et notamment l'appel de Benoît lancé par le président Laurent Gbagbo? Écoutez, nous voulons faire la politique autrement. Il y a eu le temps d'observer l'environnement politique ivoirien. Il y a eu le temps d'observer que beaucoup d'Ivoiriens ont décroché et qu'ils ont complètement perdu confiance dans les acteurs politiques. Qui n'ont pas su leur inventer une société, qui n'ont pas su leur présenter un horizon. Et donc, ADCI, à peine 3 mois d'existence, nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Nous sommes en train de faire en sorte que les Ivoiriens qui portent des valeurs nous rejoignent. Pour que nous fassions la politique pour la vie et non la politique pour la mort. La politique de la violence, la politique des violences verbales, ça ne nous intéresse pas. Et donc, les groupements qui se forment, ce n'est pas nouveau. Depuis 30 ans, c'est la même chose à la veille des élections. On se met ensemble, après on se retrouve à s'insulter. Nous ne voulons pas être dans cette dynamique-là. ADCI veut réinventer la société ivoirienne. Nous sommes convaincus que nous sommes à la fin d'un cycle politique. Et que tous ceux qui ont incarné ce cycle depuis 30 années, le temps vient où ils vont prendre leur retraite. Ça ne peut plus durer. Et donc, il faut faire en sorte que les Ivoiriens se reconnaissent dans une nouvelle dynamique politique, qu'ils soient plus protectrices de leurs droits. Et par conséquent, les regroupements politiques qui se font aujourd'hui, nous les regardons de loin, mais nous voulons déjà d'abord nous asseoir avant de prendre des engagements avec d'autres personnes. Donc voilà pourquoi, pour le moment, ces regroupements ne nous intéressent pas. Honorable, ADCI veut un changement. ADCI pense qu'on est à la fin, bon, vous le dites, on est à la fin d'un cycle, mais moi je veux dire que ces partis-là dont on parle de cycle, par exemple, si je prends le RHDP, le président Ouattara l'incarne, je prends le PPACI, il y a le président Gbagbo qui l'incarne, 80 et quelques ans, et puis le PDCI aujourd'hui, il y a M. Thiam qui est là, le président Thiam. Lui, déjà, on peut dire qu'il vient avec de nouvelles idées, parce qu'il vient quand même casser la dynamique de l'ancienne génération. Donc, quand vous dites qu'il faut mettre fin à un cycle, c'est plutôt ces personnes-là qui vont partir, mais je pense que de ces partis, il y aura des personnes qui vont revenir, qui vont venir les remplacer, les succéder, pour pouvoir apporter une nouvelle dynamique, comme vous-même, en tant qu'ADCI, vous voulez apporter une nouvelle dynamique. Aujourd'hui, face à la force du RHDP, au fait que le RHDP soit au pouvoir et soit vraiment implanté et se vante de plusieurs mérites, est-ce que ADCI, faisant cavalier seul, peut atteindre son but? Ou bien le rôle de ADCI ici, il faut voir ADCI comme juste une alternative qui ne pense pas aller prendre le pouvoir d'État et gouverner, ou bien veut rester là pour essayer de faire le jeu? Je vous dis, c'est ma conviction profonde. Ma conviction profonde est que nous sommes sur le mauvais chemin. Tous les Ivoiriens? Non, nous les Ivoiriens, nous sommes tous sur le mauvais chemin. Ma conviction profonde est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui n'a pas de définition. Cher ami, dans quelle société nous vivons? Est-ce que, si on demande à un Ivoirien quelles sont les valeurs que porte la société dans laquelle nous vivons, les Ivoiriens peuvent les définir? Non. Nous sommes dans une société qui génère la corruption. Nous sommes dans une société dont les valeurs ont été abattues par les crises qu'on a connues. La rébellion, les coups d'État, les crises politiques, qui ont fait qu'aujourd'hui, toutes les valeurs qui fondent un pays se sont effondrées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le mérite n'est pas célébré dans les nominations.
Aujourd'hui, les Ivoiriens sont convaincus que la seule voie pour réussir, c'est de prendre les passerelles. Et que même quand quelqu'un réussit de façon honnête, on le soupçonne d'avoir utilisé une passerelle. Quand vous atteignez un tel degré de dégradation morale, cet État-là, cette société-là, ne peut plus continuer. Donc il est temps que nous redéfinissions cette société-là. C'est pour ça qu'ADCI arrive avec le concept de société de confiance. Aucune société ne s'est développée sans une notion de confiance. Confiance entre les acteurs politiques et les citoyens qui décident, confiance entre les institutions et les citoyens, et confiance entre les citoyens eux-mêmes. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens croient en quoi au fait? Aujourd'hui, l'argent est devenu roi. Tout ce qui est faux modèle prospère. Le mérite, c'est-à-dire que quand quelqu'un réussit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est qu'il a un poste où il a de l'argent public. Les plus riches sont ceux qui dirigent l'administration. Et ceux-mêmes qui font les affaires, les entrepreneurs, eux, sont dans la misère. Donc une telle société ne peut pas produire des ressources humaines de qualité. Et donc nous pensons qu'il est temps que nous marquions un arrêt pour dire, dans 20 ans, dans 30 ans, quel est le modèle de société que nous construisons et que nous laissons en héritage à nos enfants. Quand j'interviens dans le dossier de GESCO, par exemple, après les casses, c'est parce que ce qui s'est passé à la GESCO interpelle toute conscience. Honorable, là-bas, tout le monde est parti là-bas. Ça a ressemblé finalement à des actions. Ça a ressemblé à des actions, mais moi j'ai posé des actes. Je ne peux pas faire des déclarations pour saluer, faire des photos. Moi j'ai fait une enquête. J'ai eu des preuves. Je suis allé interroger les autorités. Et j'ai permis à l'opinion de comprendre qu'il y a eu une erreur. Et le gouvernement a dédommagé les gens. Mais quand je le fais par rapport à ma fille qui a 4 ans. Le droit de propriété, d'un tas de droits, on n'y touche pas comme ça. Donc si nous ne nous battons pas pour construire une société qui protège tout le monde, le petit bien que j'aurais laissé à ma fille de 4 ans, dans 20 ans, quand je ne suis pas là, dans 30 ans, je ne suis pas là, quelqu'un, parce qu'il est au pouvoir, parce qu'il a un pouvoir d'État, au mépris des procédures et des lois, peut venir raser la maison de ma fille et l'acheter dehors. C'est ça qu'il faut combattre. Et donc, la façon dont la politique a été faite en Côte d'Ivoire est une façon qui détruit notre société. Au point où des gens qui ont été fabriqués par le régime d'hier se sont subitement découverts une vocation d'opposant. Prenez le meeting qui a été fait au Safo Boigny en 2020. Prenez par exemple le directeur du cabinet du président de la République, M. Amotano, pour ne pas citer son nom. Qu'est-ce qu'il a déclaré au Félicia? Le meeting du CNT. Le meeting. Il n'y avait pas encore le CNT, c'était les partis d'opposition. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il est prêt à mourir pour que le président Ouattara ne soit pas au pouvoir. Il a dit ça, non? Il a invité les Ivoiriens à aller s'opposer à ça, non? Les gens ont répondu à ça. Il y a eu des morts. Il est où aujourd'hui, M. Amotano? Il demande au président Ouattara. Il n'a pas rejoint le président Ouattara? Il n'a pas ravalé son crachat? Il demande même sa candidature. Mais et qu'il voilà, est prêt à soutenir le président Ouattara. Mais eux seuls sont morts là. Est-ce que c'est une mauvaise chose de demander cette candidature au regard de tout ce que le président Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire? Non. Ça, c'est l'attitude interne du RADP. Moi, je parle des valeurs. C'est ces gens-là qui font que la société s'effondre. Ce manque de crédibilité, ces discours qu'on enflamme, qu'on jette aux populations, et quand elles répondent, après, on disparaît pour aller prendre une position. Même le président Mabri Touakus, qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'allez pas faire le chapelet de tous les Non, j'arrive. Je veux dire que cette façon de faire la politique a complètement dérouté les Ivoiriens au point où aujourd'hui ils ne croient plus en rien. Donc, il est temps qu'on présente aux Ivoiriens une nouvelle société où les gens portent des valeurs, où les gens ont une trajectoire, où ils sont crédibles. Le président Ouattara, il peut être candidat comme il veut. Mais c'est ceux qui se sont présentés aux Ivoiriens comme des gens qui avaient une vocation d'opposant et qui ont conduit les gens à la mort, qui aujourd'hui sont revenus à leurs premiers amours. C'est ceux-là qui déconstruisent nos sociétés et qui font que les Ivoiriens ne croient plus en rien. Donc nous, ADCI, nous arrivons pour dire stop. Ceux-là, ils n'ont plus de crédibilité. Il faut trouver des Ivoiriens maintenant qui portent des valeurs, qui aiment le pays et qui sont prêts à se battre pour le faire avancer. Vous êtes de l'opposition? Question? Nous ne nous définissons pas comme des gens de l'opposition. Voilà, parce que soit c'est l'opposition. Vous êtes donc du pouvoir. Mais la société civile. Je vais vous expliquer. Est-ce que vous ne risquez pas d'être isolé? Il peut y avoir l'isolement. La notion d'opposition en Côte d'Ivoire est galvaudée. Parce que l'opposition telle qu'on la conçoit chez nous, dans notre pays, c'est d'être opposé à tout. D'être dans la mauvaise foi, d'être dans le déni. Nous pensons qu'on peut faire autrement. On doit prendre d'abord notre statut de citoyen.
Tu as des devoirs et des droits. Et tu sais que le pouvoir que le président Ouattara gère lui appartient. Et par conséquent, son rôle est de faire en sorte que le président Ouattara gère bien ce pouvoir-là, pour son bien-être. Et donc, ce qui est bien fait, il doit pouvoir avoir le courage de dire ça a été bien fait. Quand on fait des routes, on fait des ponts, on fait des hôpitaux, mais tout citoyen normal doit pouvoir dire ça, c'est à saluer. Mais après, on peut s'interroger sur le financement, sur l'utilisation des ressources. C'est notre débat. Mais on doit pouvoir reconnaître d'abord que ça a été bien fait. Après, il y a d'autres choses. Nous, on s'intéresse surtout à la gouvernance. Nous, à ADCI, ce qui nous intéresse, c'est surtout la gouvernance. Les ressources publiques, comment on les gère? Comment les citoyens peuvent contrôler leurs dirigeants? Comment les citoyens peuvent comprendre que quand on a dépensé 10 francs, c'était effectivement 10 francs qu'on devait dépenser et non on a dépensé 100 000 en disant que c'est 10 francs. Voilà ce qu'il faut démontrer aux gens. Et donc nous pensons qu'un citoyen doit pouvoir contrôler ses dirigeants sans pouvoir se dire non, il faut forcément opposant. Donc à ADCI, on ne dit pas que nous sommes des opposants. Nous disons que nous portons des visions. Nous disons que ce qui est bien fait doit être salué. Ce qui n'est pas bien fait doit être dénoncé. Et en Côte d'Ivoire, on sait que je dénonce. Et quand je dénonce, j'apporte les preuves. Parce qu'on le dit, on fait des formations. Nous, à ADCI, on forme les citoyens. On dit à nos responsables locaux, ne prenez pas la parole sur un sujet que vous ne maîtrisez pas. N'affirmez jamais rien que vous ne pouvez pas documenter. Parce que la politique en Côte d'Ivoire consiste à mentir pour avoir des voix. Nous, on ne ment pas pour avoir des voix. Nous, on dit la vérité aux Ivoiriens. Et quand on dit une chose, on apporte la preuve qui permet de la tester. Honorable, voilà la différence. Quelle est la position officielle de l'ADCI sur les cas de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro qui sont inéligibles pour l'instant pour la présidentielle à venir? Bon, ADCI n'a pas de position sur cette question. Ce que je peux dire, c'est que les ingrédients qui ont conduit à la déflagration en 2010 et qui ont conduit à la déflagration en 2020, petit à petit, sous nos yeux, se remettent en place. L'atmosphère politique est en train de se crisper. Les discours commencent à se raidir. Les propos guerriers commencent à ressortir. C'est comme si nous sommes condamnés à revivre chaque 5 ans ou chaque 10 ans le même cycle de malheur. Aujourd'hui, ces 3 acteurs que vous venez de citer sont exclus de la liste électorale et sont exclus de toute possibilité de se présenter. Mais c'est du déjà vécu. Vous n'avez pas l'impression que c'est le même cycle qui recommence? Que de 2000 jusqu'à maintenant, ça a été chaque fois comme ça? Eh bien, c'est une affaire politique. C'est vrai que la justice a rendu une décision. On peut la concevoir comme pas, mais là où on est, ce qu'il reste à faire, c'est une décision politique. Bien. Est-ce que le président Ouattara va répondre à cela pour leur permettre de se présenter? C'est une décision qui lui appartient. Oui. Moi, j'estime qu'on doit pouvoir, si on veut vraiment faire la réconciliation, on doit pouvoir agir pour que chacun soit candidat. Avant dernière question pour terminer ce chapitre, allez-y. Je vais poser une question cash à l'honorable. Je veux que ce soit vraiment très clair. Est-ce que ADCI compte avoir un candidat en 2025? On a un cheminement, on a un schéma. ADCI a un schéma. Nous pensons que le pouvoir peut se conquérir espace par espace. D'accord? Moi, je suis maire, je suis député, mais c'est surtout la qualité de député qui aujourd'hui qui m'importe. Parce que c'est quand je suis allé au Parlement que j'ai découvert combien de fois un député est important pour une république. Combien de fois un député peut agir pour sa population? Combien de fois un député peut défendre la cause de son peuple? Je suis au Parlement, je réalise qu'en tant qu'indépendant, je n'ai aucune possibilité de faire avancer les choses. Et que même tous les textes que je propose sont neutralisés par le processus qui est mis en place. Groupe parlementaire. Voilà. Et donc, ADCI a pour projet, pour 2026, c'est pour ça que nous sommes en train de former des jeunes à travers le pays, pour que ces jeunes-là, nous les présentions aux législatives. Notre objectif est d'avoir un groupe parlementaire en 2026 au Parlement. 10 ou 20 députés sous la bannière ADCI. Ça va changer complètement la donne. Parce que vous voyez qu'en tant que seul député indépendant, en tout cas de mon mouvement, quand je prends la parole sur des questions, ça porte. Mais si nous sommes 5, nous sommes 10, nous sommes 20 au Parlement à prendre la parole, ça va changer la donne. C'est notre premier objectif. Après, entre cet objectif et la présidentielle, il y a une décision qu'on va prendre. Et comme l'environnement politique est dynamique, ADCI prendra une position claire pour 2025. Si nous estimons que le débat qui va venir pour la présidentielle 2025 est en train d'être noyé dans des questions d'individus, eh bien, nous prendrons notre décision d'y aller en 2025. Parce que
une élection, ce n'est pas forcément pour aller gagner une élection. Une élection est un moment pour passer un message pour le futur. Et donc, le temps viendra où ADCI appréciera objectivement si nous devons aller à la présidentielle ou pas. Ou soutenir quelqu'un? Soutenir qui? Un parti politique, par exemple? Non, on n'envisage pas cela pour le moment. Nous disons que la société que nous voulons construire, nous avons les fondamentaux de cette société-là. Et donc, c'est nous qui devons porter ce message. Après, comme je l'ai dit, le monde politique est dynamique et en fonction de l'évolution, on prendra des décisions conformes. Alors enfin, terminons par un autre sujet qui préoccupe énormément les Ivoiriens, la cherté de la vie. Honorable, comment l'ADCI perçoit-elle l'impact de la hausse du coût de la vie sur les populations en Côte d'Ivoire? La vie est chère, tout le monde le sait. Il y a quelques jours... Et les députés ne font rien pour cela? Oui, mais les députés, moi j'en parle. Voilà, j'étais... il y a 5 jours de cela dans un supermarché qui pratique curieusement des coûts parmi les plus bas en Côte d'Ivoire, où je suis arrivé, où j'ai vu que le coût de l'huile a été augmenté de 25% en 2 semaines. J'ai même publié ça sur ma page Facebook. La vie est chère. Le gouvernement dit avoir pris des mesures pour atténuer l'impact sur les populations. Mais chacun de nous sait que c'est très difficile pour les Ivoiriens. Et que moi, je pense que les choses ne bougent pas parce qu'on n'a pas un parlement qui porte la voix des Ivoiriens. L'exécutif écrase tout le monde. Et dans un tel contexte, le peuple est livré à lui-même. Ses représentants ne peuvent pas jouer leur rôle. Voilà. Si on avait un parlement dans lequel les députés se reconnaissaient d'abord en tant que représentants des Ivoiriens avant d'être représentants de leur parti politique, les débats seraient plus faciles à faire. Mais quand un problème est posé, et c'est ça qui est le danger pour ce pays-là, les acteurs politiques ont réussi à fractionner tellement les Ivoiriens que quand un problème d'intérêt national est posé, chacun vient y répondre avec sa position, la position de son leader. Et par conséquent, on noie le sujet. Et quel est votre plan pour soutenir les plus vulnérables? Moi, en tant que maire de ma commune, je n'ai que mon plan pour ma commune. ADCI voilà. Surtout. Oui, non, mais ADCI considère qu'il y a des mesures fortes à prendre. D'accord? ADCI considère qu'il y a des mesures fortes à prendre. C'est pour ça que nous disons toujours que la première richesse d'un pays, ce sont les ressources humaines. Voilà. Et que le développement physique d'un pays est important. Construire des routes, construire des ponts, faire des hôpitaux, c'est extrêmement important. Mais il faut prendre aussi la dimension humaine en compte. Donc il faut faire une sorte d'équilibre intelligent entre l'investissement physique et le traitement des questions qui touchent à la vie des Ivoiriens pour que l'impact du coût de la vie sur leur portefeuille soit moins élevé. Donc il y a des mesures fortes à prendre. Quand vous prenez par exemple l'alimentation, le riz qu'on consomme, qui est une denrée qui est consommée par les Ivoiriens, est-ce que vous trouvez que c'est normal que 64 ans après l'indépendance, on en soit à dépenser 500 milliards par an à importer du riz? Est-ce qu'on ne peut pas investir localement, se donner un objectif pour dire dans 5 ans, on doit réduire de 80% nos importations en matière de riz et mettre une politique en place pour atteindre cet objectif-là? Pareil pour le cacao, on va dire le chocolat qui coûte cher en Côte d'Ivoire. Le chocolat, pareil. Mais même pour le poisson, récemment, il y a fait une enquête au port de pêche pour comprendre l'écosystème du poisson vendu en Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez, c'est un secteur dans lequel les Ivoiriens n'ont pas la main. On ne possède aucun bateau, ni même une petite pinasse, même comme sur la dune. Même la pêche artisanale dans notre village, c'est tenu par d'autres personnes. Mais quelle est la politique que nous menons en fait? On fait la politique pour qui au juste? Donc il y a de la volonté politique à mettre en œuvre, il y a un courage à avoir pour agir pour que la vie des gens change. Donc ADCI, le 23 novembre, va présenter son projet de société. À Yamoussoukro. Où nous allons définir le cadre dans lequel nos actions vont se situer pendant 5, 10, 20 ans. Après, si on a aux élections présidentielles, on va définir maintenant un projet de gouvernement. Et en ce moment-là, on va décliner les raisons qui pourraient nous amener à nous mettre devant les Ivoiriens pour essayer de changer leur vie. Honorable, il y a un fait que le citoyen lambda peut constater, c'est qu'au niveau de la cherté de la vie, au niveau du carburant par exemple, et même du gaz, ce sont des produits dont les prix sont fixés à l'extérieur. Oui. Souvent, on voit que le prix monte. Quand ça monte ici, le prix aussi monte, ce qui fait que même dans le transport, le prix va monter. Mais quand ça baisse au niveau international, on n'a jamais vu de baisse à notre niveau ici. Est-ce que non, il y a une explication à ce il y a une répétition.
la Côte d'Ivoire a opté pour la politique de répétition automatique ou bien de diminution automatique en fonction du coût international. Mais vous savez que l'État est toujours un outil de mauvaise foi. C'est ça, c'est ce que... Voilà, donc lorsque il y a une conjoncture, il a toujours tendance à vouloir ramener la pression sur le peuple, mais lorsque la conjoncture se libère, on ne voit pas les changements. Pour venir agir, on vient à reculons. Et donc, s'il y a une volonté de répercuter le prix quand ça augmente, il doit y avoir une volonté claire de diminuer quand ça diminue. Vous voyez? Mais pourquoi c'est possible ainsi? C'est possible parce que la société civile ivoirienne elle-même a été atomisée. C'est possible parce que le Parlement ivoirien ne fonctionne pas dans l'intérêt des Ivoiriens. Les députés ne jouent pas vraiment leur rôle. Et donc, l'exécutif régente toute la société ivoirienne et il n'y a personne comme pouvoir contraire devant. C'est ça qui fait le problème. Sinon, s'il y a ces pouvoirs qui sont opposés au pouvoir central, qui ne font pas forcément la politique, mais qui prennent la voix, qui prennent la parole pour défendre la cause des Ivoiriens, forcément, il va y avoir une volonté de transparence. Mais quand on gère qu'on n'a pas de contre-pouvoir réel, forcément, les choses ne fonctionnent pas. Comme même le ministère du Commerce, qui doit contrôler les prix sur le marché pour que ça ne s'enflamme pas. Mais les contrôleurs en question, on sait tous que leur activité favorite, c'est d'aller racketter les commerçants sur le terrain, plutôt que de contrôler vraiment les prix pour qu'il y ait un impact. C'est ça. Et donc, tout ça est un environnement de corruption qui fait que les Ivoiriens sont pris dans le tourbillon de la cherté de la vie et qu'il n'y a pas de possibilité d'en sortir. Bien, Honora, c'est la fin du tour d'horizon de l'actualité, mais il y a des rubriques qui arrivent dans lesquelles vous aurez l'occasion de revenir sur certains sujets. La prochaine rubrique, c'est le carton rouge, rubrique dans laquelle vous feriez un coup de gueule sur des sujets ou un sujet d'actualité. Carton rouge. Voilà le premier carton de cette émission avec l'honorable Assalé Timoko. Antoine, carton rouge. Je vais dire carton rouge au ministère de la Justice. La loi fait obligation à chaque citoyen de dénoncer toute infraction dont il aurait connaissance. En plus, en tant que maire, je suis officier de police judiciaire et le code de procédure pénale me fait obligation de dénoncer à l'autorité toute infraction dont j'aurais connaissance. J'ai découvert des infractions dans ma commune, j'apporte les preuves, je saisis l'autorité, je saisis le ministre de la Justice et ça fait bientôt 1 an que le ministre de la Justice, ça fait plus d'1 an que le ministre de la Justice ne donne pas instruction pour que le procureur de la République arrête les individus qui ont commis l'infraction pour être sanctionnés. Comment voulez-vous qu'on construise une société de droit en laissant des individus qui fraudent la loi objectivement sans sanction? Donc, carton rouge au ministère de la Justice. Et je l'appelle à prendre la responsabilité de faire arrêter les personnes qui ont fraudé sur la santé ivoirienne pour qu'elles répondent de leurs actes devant la loi. Bien. Quelle est la réaction sur ce carton rapidement? Moi, de ce carton, je vais découler sur la question de la séparation des pouvoirs parce qu'effectivement, quand l'honorable a développé tout à l'heure, il a dit qu'il a commencé l'action à Tia-Salé, on l'a envoyé vers Yopougon, le tribunal. Après, encore, il allait vers le ministre lui-même. Imaginez-vous un simple citoyen, est-ce qu'il peut faire tout ce que l'honorable a eu à faire? J'ai l'impression que, pour ne pas dire que la plupart du temps, on a l'impression que l'exécutif, la justice soit dépend de l'exécutif ou bien même le parlementaire. Dans tout ce qu'il a dit, ça découle parce que normalement le pouvoir, il est axé sur l'exécutif, le judiciaire, et puis le législatif, mais aussi la société civile. Mais nos exécutifs sont vraiment trop forts et il nous faut des solutions pour changer cela. Le jour qu'on va trouver une solution à cela, beaucoup de choses vont changer. Il faut des députés plus indépendants. C'est cela. Bien, votre carton rouge. Carton rouge, j'ai revenu sur la même chose. Ça va être la 3e fois que je reviens là-dessus. Je le fais à dessein parce qu'aujourd'hui, on a l'honorable avec nous. Je reviens sur la ville de Dabou et de Jacquesville aussi, et puis les grands ponts en général. Mais au-delà de ces villes-là, je vais interpeller encore les autres. Parce qu'on a l'impression, pour Dabou spécialement, que cette ville est vraiment très sale. Depuis que j'ai fait le premier carton rouge, j'ai vu des personnes qui y vivent, même des autorités me disent que oui, effectivement, c'est très bien vu et ils ont l'impression que rien n'est fait. Je l'avais déjà dit ici que quand j'ai fait le premier carton rouge, au lieu de chercher des solutions, des conseillers municipaux essaient de se justifier en rejetant la faute sur l'ANAGED en disant que ce n'est pas eux qui le gèrent. J'ai dit que c'est faux. J'avais même sorti des articles clairs ici pour expliquer. Donc je reviens encore sur ce carton rouge. Je reviendrai tant que
J'aurai l'occasion de le faire et que les choses changent dans cette ville-là. Bien, honorable réaction là-dessus sur ce carton rouge. Ça concerne les élus que nous sommes. C'est une grande difficulté que nous avons en tant que gestionnaire de collectivité territoriale. Effectivement, l'État de Côte d'Ivoire a retiré aux maires la compétence de ramasser les ordures dans leur commune et a transféré cette compétence à l'ANAGED. Et donc les maires sont dans une difficulté extrêmement incroyable en termes de capacité à ramasser les ordures. Et donc ce qui se passe à Dabou ne m'étonne pas, parce que si les maires veulent agir au regard de la loi, ils ne touchent pas les ordures, ce n'est pas leur rôle. Donc il appartient au gouvernement de nous dire exactement, entre l'ANAGED et puis les maires que nous sommes, qui doit agir en réalité. Parce que cette structure-là qui est basée à Abidjan n'est pas capable d'intervenir en dehors d'Abidjan. Et comment on fait ? Voilà la problématique. Donc, le maire peut avoir beau jeu de dire, effectivement, je n'ai pas mon rôle de ramasser, mais en tout cas, ça, nous, on sait, on fait un effort pour que les ordures soient ramassées. Bien, honorable, est-ce que vous aimez les chiffres? Oui, il arrive de travailler sur les chiffres aussi. Bien, on verra tout à l'heure. Le chiffre du jour. Nous sommes dans le chiffre du jour, rubrique dans laquelle nous mettons en avant des chiffres en rapport avec la vie de la nation ivoirienne ou de d'autres nations. Ce chiffre concerne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. 5 000, qu'est-ce que ça vous dit? Je ne sais pas à quoi vous faites référence. 5 000 5 000 centres d'enrôlement. Non, bon, bien sûr, c'est dans le même sens. Alors, le président de la commission électorale indépendante CEI, Koulibaly Brahim Kubier, était l'invité le mardi 22 octobre dernier du traditionnel presse club organisé par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, à la Maison de la Presse au Plateau. Le président de l'institution, en tout cas électorale, faisant un bilan de 3 jours après le début de l'opération, a révélé que 5 000 centres d'enrôlement sur 12 000 n'étaient pas pris d'assaut par les populations. Honorable, quel commentaire faites-vous sur ces chiffres? Je l'avais dit en début d'émission que moi, ça ne m'étonne pas. Je l'ai dit la dernière fois chez un confrère concurrent, que ça m'étonnerait qu'on atteigne 1 million d'enrôlés alors que la CEI escompte 4 500 000 personnes. C'est peut-être parce que c'est le début. Oui, mais les fleurs promettent la couleur des fruits. D'accord? Et donc, si après 3 jours, dans 5 000 centres, il n'y a aucun enrôlé, ben, ça veut dire que le résultat peut ne pas être même à la moyenne de ce qu'on escompte. Mais quelle est la réaction là-dessus? Oui, je pense qu'à ce niveau-là, la CEI pêche un peu, quelque part, au niveau de la sensibilisation, surtout, je vais dire, au niveau de la communication. La CEI est restée dans une communication traditionnelle. Alors qu'aujourd'hui, le temps a évolué, et l'honorable, même, je le vois, même si TikTok, il est là-bas et il a des milliers de personnes qui le sensibilisent. La CEI n'est pas dans tous ces trucs-là, alors que la communication, aujourd'hui, il faut s'intéresser à tous ces éléments. Même quand vous sortez, combien d'affiches, de panneaux vous voyez, je parle de communication visuelle hein, au nom de la CEI, alors qu'on nous dit que la CEI a plusieurs milliards pour faire ce travail-là. Il faut qu'elle essaie de revoir le côté au niveau de la communication, qu'elle s'adapte au digital, aux nouvelles techniques de la communication. Ça va aider aussi. Dans les zones rurales, les populations ne peuvent pas aller perdre du temps dans les lieux d'enrôlement, ils vont au champ. Sauf les samedis et les dimanches où ils peuvent avoir le temps de venir faire leur activité. La CEI peut ne pas vraiment communiquer sérieusement, on peut lui reprocher cela, mais les personnes qui sont les premières concernées par cette affaire, c'est les partis politiques et les acteurs politiques. C'est eux qui sont bénéficiaires des enrôlements. Bon, ils disent qu'ils sont sur le terrain. Mais voilà, donc on verra le résultat après. Honorable, quel est l'objectif de l'ADCI pour cette révision de la liste électorale? Ben, écoutez, moi en tant qu'élu local, sans parler de la DCI, nous avons une dynamique sur le terrain, nous avons des jeunes à travers toute la sous-préfecture qui essaient d'aider les populations à avoir leurs extraits, nous accompagnons les Ivoiriens, les populations à avoir les documents pour aller se faire enrôler. Et donc, on participe à aider les agents de la CEI à être plus mobiles sur le terrain pour aller jusqu'au cœur des zones rurales pour aller se faire l'enrôlement. Après, ADCI, en tant qu'acteur politique qui veut aller aux élections dans 1 an ou dans 2 ans, a besoin que les Ivoiriens s'enrôlent. Et surtout, appeler les Ivoiriens, les plus jeunes d'ailleurs, qui sont les plus concernés par cet enrôlement-là, à se mobiliser pour aller faire les élections. Mais en même temps, quand on demande aux jeunes d'aller se mobiliser, quel est le modèle qu'on leur présente? Se mobiliser pour aller voter, pour aller se mettre sur la liste, pour faire quoi? Quand ils regardent tout le spectacle auquel on assiste depuis 30 ans, les jeunes ne peuvent pas se mobiliser. C'est la question que j'allais vous poser. Voilà. 5 000 centres disons, pas pris d'assaut par les Ivoiriens, malgré la gratuité du certificat de nationalité, ça suscite des questions. Oui, mais la gratuité du certificat de nationalité, le certificat de nationalité est au bout de la chaîne. Avant d'arriver au certificat de nationalité, il faut avoir l'extrait de naissance. Voilà. Il ne coûte que 500 francs le timbre. Oui, mais il faut avoir d'abord l'extrait de naissance. Ouais. Moi, j'ai fait une enquête récemment dans ma zone où j'ai trouvé des gens, le père n'a pas d'extrait de naissance, la mère n'a pas d'extrait de naissance, les enfants, évidemment, n'ont pas d'extrait de naissance. Tout cela, on l'âge de voter.
Donc il faut que ces gens-là aient d'abord l'extrait de naissance. S'ils n'ont pas l'extrait de naissance, faites même le timbre à 10 francs, ça ne les concerne pas. Donc il y a un gros travail à faire. Il y a une politique. C'est vrai que l'État de Côte d'Ivoire a pris des lois en 2018 pour simplifier la déclaration de naissance. Maintenant, on peut le faire même sans les 2 parents. Mais tout ça n'est pas suivi par une grande sensibilisation sur le terrain pour que les Ivoiriens sachent qu'il y a des possibilités aujourd'hui de faire les choses de façon plus simple. Ça implique le Parlement, ça implique le gouvernement lui-même, ça implique les institutions. Donc il y a un gros travail à faire en amont avant que les Ivoiriens aient les documents pour aller se faire enrôler. Gaël Akpa, une question là-dessus pour terminer. La révision. Ça vous va. Alors, honorable, la révision, c'est 23 jours. Est-ce que vous pensez que cette révision-là permettra, en tout cas, de changer les donnes en 2025 ? On va voir combien, je pense, objectivement. Déjà, avec la démotivation des Ivoiriens, le RHDP est donc bien parti pour regagner en 2025. Mais qu'est-ce que vous dites que les Ivoiriens sont démotivés par les présidentielles? Les présidentielles, c'est notre enjeu. Parfois, il faut être inscrit sur la liste électorale. Mais il y a 8 millions de personnes sur la liste électorale. Le RHDP est majoritaire, estime être majoritaire. Non, dans tous les cas, en Côte d'Ivoire, le président de la République n'a jamais été élu par plus de 4 millions de voix. Voilà. Nos présidents sont élus toujours autour de 2 millions de voix maximum. Taux d'abstention très élevé. Voilà, il y a un taux d'abstention quand même assez élevé. Sauf à 80, en 2010, il y a quand même une grande partie d'Ivoiriens qui sont allés se mobiliser par les voteurs. Mais pour quel résultat? Pour une guerre qu'on leur a mis sur les bras. Et donc, les élections locales qui se sont passées en 2023, régionales et municipales, c'est vrai que le RHDP a remporté pratiquement 90% des sièges, mais l'enjeu de la présidentielle est un autre enjeu. Là, il s'agit de choisir un destin, de choisir l'avenir d'un pays. Et donc, ça peut être plus motivateur pour... les élections locales sont un rapport entre un individu et une population locale. Donc, l'équation personnelle joue beaucoup dans cette élection-là. Mais au niveau de la présidentielle, c'est tout un peuple qui prend une décision. Et donc, les gens peuvent avoir des surprises. Merci, honorable Saleh Timoko Antoine. Je rappelle que vous êtes député maire de la ville de Tia-Salé et président de l'ADCI qui est aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'occasion. On espère vous revoir très prochainement dans quelques semaines pour le nouveau plateau de Entre Deux News pour un débat avec d'autres partis politiques. Si le temps le permet, on sera là. Bien, Gaël Akpa, merci à vous également d'être passé. Merci. Et chers téléspectateurs, cet échange riche en révélations et perspectives nous a permis de comprendre beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire traverse une période cruciale et les choix politiques qui seront faits dans les mois à venir détermineront l'avenir du pays. L'ADCI semble jouer un rôle dans ce contexte et nous ne manquerons pas de suivre vos actions de près, honorable. Gaël Akpa, merci à vous, je répète, pour vos interventions précieuses. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir sur Reflet TV 208, sur le bouquet Canal+, ou sur Facebook et YouTube, Reflet TV ou encore la TV d'Orange, MTN TV et notre site internet www.reflet.tv. Nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 20h15 pour un autre numéro de News. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.